Bien, bonjour à tous. Pour l'anecdote, en plus, j'ai commencé chez Altran dans ces locaux même, donc un petit retour aux sources. Alors, je vais vous parler effectivement de digitalisation dans le domaine des transports et donc de mobilité connectée. Ce que je vous propose, c'est de vous décrire ce que fait Joule et ensuite de vous décrire ce que nous avons fait, je dirais, in situ et in vivo, notamment ici les Moulineaux, avec quelques enseignements, je dirais, plutôt empiriques. Je ne suis pas expert en processus, mais en revanche, il y a des enseignements terrain sur la manière dont on a pu impacter la performance économique et commerciale dans ce domaine, enseignements qui sont intéressants. Sachant que le transport, vous le savez, c'est un monde qui bouge beaucoup. Entre le transport contraint spatialement et temporairement, comme le ferroviaire, et puis le covoiturage dynamique qui est hyper dérégulé, vous avez tout un tas de transports sur la route et avec des frontières qui bougent. Vous avez tous entendu parler des débats houleux entre les VTC et le taxi. Il faut bien savoir que le transport public en commun classique s'interroge beaucoup sur sa manière d'exploiter, d'informer et de se positionner dans ce monde. Alors, le métier de Joule, donc je suis un des cofondateurs, on a créé Joule à 4 il y a 3 ans et demi, avec la conviction, qui est celle que rappelait Bernard en introduction, que nous vivons de plus en plus dans un monde hyperconnecté, hypermobile. Ce qui a notamment comme conséquence l'émergence et la nécessité de brassage de multitudes de données. Nous avons choisi de nous intéresser à un segment de ces données brassées, qui est le segment des données géolocalisées en temps réel. L'enjeu de Joule, c'est de permettre de valoriser vos données, à vous professionnels ou à vous particuliers, vos données géolocalisées en temps réel, à tout niveau de la chaîne, c'est-à-dire les données que nous produisons, puisque les terminaux personnels qui dorénavant nous équipent quasiment tous, que ce soit smartphone, tablette, lunettes, montres, ont une capacité de production de données géolocalisées. Le retraitement, en se servant de la puissance du cloud pour éviter d'être victime du succès, d'usage massif comme il peut y en avoir dans la Smart City, et puis la capacité de diffusion en temps réel sur tout terminaux, fixe mais aussi mobile, puisque le terminal qu'on a dans la poche, c'est aussi recapter un signal. L'enjeu derrière ça, c'est d'arriver à garantir une latence de quelques secondes entre le moment où la donnée est produite et le moment où elle est reçue, quel que soit le nombre de données produites et ou quel que soit le nombre de données reçues. Alors pour l'instant, ça reste très abstrait. Normalement, même en vous concentrant, vous dites « Ok, mais ça sert à quoi ?» En fait, on pense que c'est au service de nombreux usages et on a souhaité assez vite éditorialiser notre propre plateforme, être éditeur d'applications sur notre propre plateforme et de s'intéresser à des souffrances précises en particulier pour lesquelles nos technologies pouvaient permettre de justement réduire la souffrance. Alors, on s'est penché en premier sur, et c'est là-dessus que je vais me focaliser, sur cette souffrance pour ceux qui prennent le bus. Alors peut-être que vous le prenez, peut-être que vous ne le prenez pas ou plus, ce qui est déjà une réponse. Si vous le prenez, vous dites sûrement, comme les sondages l'expriment, qu'il y a un petit problème avec le bus, c'est que ça reste très imprédictible. Et je dirais dans un monde d'ITS, de systèmes de transport intelligents, il y a beaucoup de systèmes qui évoluent dans le domaine pour l'exploitation, la régulation. L'information voyageur est encore un parent pauvre. Et le voyageur, qui paradoxalement est quand même celui pour lequel on fait tout ce système de transport, arrive en bout de chaîne et subit une information qui n'est pas très fiable. Si on s'intéresse à l'information voyageur disponible, je dirais que dans le pire des cas, elle est inexistante. Alors c'est plus trop le cas pour le transport en commun, mais vous pouvez imaginer des navettes d'entreprise, des navettes qui desservent des événements ponctuels, où vous n'avez aucune idée de l'heure d'arrivée ou même de l'heure théorique du passage. Vous avez ensuite sur la marche d'après le petit bout de papier racorni au niveau de l'arrêt de bus avec des horaires donc nécessairement statiques et théoriques. Ensuite, on a sur pas mal de réseaux cette information théorique accessible, enfin digitalisée, donc accessible par Internet et qui commence à être accessible en mobilité.
Je voyais d'ailleurs ce matin un article sur le fait que le smartphone vient de passer devant le desktop pour la réservation de voyage. Donc on sait bien que ces usages en mobilité et d'interrogation sont en pleine émergence. Donc ça, c'est déjà un progrès. Et puis si on accélère, on va tout au bout. Le top du top, ce qu'on a d'ailleurs plutôt aujourd'hui en région parisienne, c'est une information entre guillemets temps réel en mobilité. C'est-à-dire qu'en mobilité, vous avez l'heure de passage du bus à l'arrêt. Sauf que cette heure-là, c'est donc pas une heure réelle, c'est une heure estimée, puisque c'est une heure prédictive. Donc vous avez, dans le meilleur des cas, une sorte d'opacité entre le réseau lui-même et le voyageur, avec une extrapolation plus ou moins heureuse de la part de l'opérateur, qui, à minima, même si elle est très heureuse et fiable, est inconfortable. On a tous vécu, votre bus arrive dans 3 minutes, 2 minutes, 7 minutes. Bon, c'est peut-être vrai, parce que c'est très intelligent, que le bus vient d'être bloqué, qu'il va effectivement arriver dans 7 minutes, mais c'est quand même très anxiogène. Et donc inconfortable, et surtout, et aussi, ce temps estimé d'arrivée s'appuie lui-même sur des données qui ne sont pas vraiment temps réel. Et donc, déjà que les algorithmes sont faillibles, mais appuyés sur de la donnée qui n'est pas totalement fiable, ça donne des temps estimés d'arrivée qui sont imprécis. Et donc, à l'arrivée, une souffrance. C'est pour cette raison qu'on a donc décidé de développer une application qui s'appelle ZenBus, dont l'ambition est très simple, c'est de permettre de voir son bus en temps réel. Donc maintenant on rajoute, je ne l'ai pas mis là, mais c'est voir mon bus en vrai temps réel, parce qu'il y a un problème avec le temps réel, c'est que c'est un mot très galvaudé, tout le monde parle de temps réel, mais c'est quoi le temps réel ? Et quand on dit vrai temps réel, c'est qu'on veut vraiment être de l'ordre de la seconde, et pas ni de la dizaine de secondes, ni de la minute, ni même d'un temps qui est peut-être pas long, mais avec une latence qu'on ignore. Et donc l'objet de ZenBus, c'est de permettre de voir physiquement le bus virtuel sur une carte de son smartphone, le voir avancer dans la ville. Alors, il y a un petit problème de définition qui se cumule avec un problème de connectivité, puisqu'on n'a pas le Wi-Fi, donc vous n'aurez pas une démonstration en live. Le principe est le suivant, si on reprend la chaîne de valeur, c'est en bout de chaîne, pour l'usager, et pour à vrai dire, on le verra, mais il n'y a pas que l'usager qui peut avoir besoin de cette information-là, d'avoir donc une carte de sa ville avec le bus qui avance exactement là où il est, et en amont de générer cette information à l'aide d'un simple smartphone. Et donc de redonder ou court-circuiter des systèmes informatiques très lourds qui aujourd'hui sont déployés sur beaucoup de lignes de bus, qui servent à l'exploitation et à la régulation, et qui ne servent l'information voyageur qu'en sortie, ce qui explique notamment que la donnée ne soit pas très temps réel. Donc l'enjeu de ZenBus, c'est celui-là, et nous avons déjà déployé, donc in situ, in vivo, dans la vraie vie, ce système avec différents opérateurs, avec la RATP, dans la ville d'Issy-les-Moulineaux et bientôt dans d'autres villes de Petite Couronne, et puis avec une filiale de Transdev et Keolis, plus dans l'ouest de la France. Alors, on a aujourd'hui donc un petit recul sur l'impact que à la fois ce processus de récupération de données, c'est-à-dire de donner un smartphone à un conducteur. Croyez-moi, c'est pas trivial d'aller voir le CHSCT RATP en disant vous allez avoir un smartphone Android à distribuer à tous vos conducteurs. Donc ça, il y a des petites des freins, des chasses gardées qu'on est obligé d'aller titiller. Et donc ce que je vous propose, c'est de s'appesantir sur l'impact à la fois de la manière dont ZenBus génère les données et puis la manière dont les différentes parties prenantes vont les recevoir et les retraiter. Alors si on commence par la gauche, le voyageur, mais on fait tout ça pour lui. Le but, c'est donc bien d'être efficace, d'avoir une information fiable à une heure où je citais Uber tout à l'heure pour les VTC. Uber, si vous utilisez Uber, vous voyez votre petite voiture arriver en temps réel quand vous l'avez commandée. Tout le monde se dit que c'est effectivement très rassurant. Aux États-Unis, ça fait déjà longtemps que ça existe.
Donc la géologue temps réel existe pour Uber, ça existe pour ceux qui s'intéressent au domaine plus récemment pour la SNCF, avec SNCF Maps, où on voit tous les trains, c'est marrant, je vous invite à aller voir, tous les trains sur la carte de France, alors même que le train est sur des voies dédiées, même s'il n'est pas toujours prédictible, mais on pourrait se dire qu'il y a moins d'utilité que pour le bus. Et donc, on est vraiment sur cette notion de donner une information brute mais fiable au voyageur pour lui permettre d'exercer sa propre intelligence et de ne pas subir de manière opaque l'intelligence plus ou moins heureuse de l'opérateur. Donc il y a une sorte je dirais, transparence de fait de la donnée. On parle de... Vous êtes sûrement intéressé par le sujet de l'open data au sens large. Donc, dans quelle mesure on ouvre la donnée à des tiers, et cette donnée de position des bus. C'est notamment pour ça d'ailleurs que ces systèmes type Zenbus ne sont pas encore en place. C'est qu'aujourd'hui, technologiquement, on se rend bien compte que ça y est, c'est possible, mais il y a encore des chasses gardées politiques, parce que cette position exacte du bus représente, légitimement ou pas, mais en tout cas aux yeux de l'opérateur, représente beaucoup de valeur, et l'opérateur n'a pas forcément envie de l'ouvrir. Donc pour le voyageur, l'idée est d'être plus efficace, l'idée est d'être plus rassurant, quitte à être voyageur captif, quitte à être à l'arrêt, j'ai en fait une dimension supplémentaire dans l'information qu'on me donne. Et puis même ludique, je dirais que la digitalisation peut être accompagnée d'une certaine gamification. Je pense que tout le monde connaît ce mot. Peut-être que vous connaissez Waze. Waze, si je me souviens bien, l'automobiliste qui rentre dans le réseau géolocalisé temps réel, il commence avec une tétine dans la bouche. Il y a vraiment une notion de jeu vidéo. Et on ne l'avait pas forcément perçu au départ, mais de voir un petit bus qu'on a designé un peu spécialement pour ça, mais qu'on voit un petit bus avancer sur une carte, en fait, il y a un côté ludique dans un moment qu'on n'aurait pas spécialement envisagé comme ludique, quand vous attendez le bus sous la pluie à un arrêt, c'est pas le meilleur moment de votre journée. Et donc, ça, c'est vraiment ce sont des retours voyageurs qui nous disent, en fait, ça devient même marrant, et comme j'ai rien à faire quand j'attends à l'arrêt, je regarde mon bus y arrive. Le conducteur, on l'a mis au centre. Pourquoi ? Parce que il est assez névralgique, vous l'avez compris, dans le processus, parce que s'il n'a pas son smartphone dans le bus, on n'a pas la donnée. Soit dit en passant, pourquoi les lignes sont en train de bouger ? Parce que on peut facilement imaginer que si le conducteur n'a pas son smartphone, les voyageurs en revanche en ont, et qu'ils peuvent eux-mêmes générer la donnée que le conducteur ne générerait pas. C'est ce qu'on appelle donc le crowdsourcing, donc se servir de la puissance de la foule des voyageurs. Ça commence à arriver. Il y a déjà des villes dans le monde où c'est le cas. Il y a des prémices en France avec une société israélienne qui est spécialisée là-dessus. Donc ça pose évidemment des soucis d'amorçage avant d'avoir l'exhaustivité du réseau, mais j'ai envie de dire que ça pend au nez des opérateurs d'avoir une transparencisation entre guillemets de cette donnée. Donc j'ai envie de dire, il y a un peu obligation de jouer le jeu. Alors on a tout fait pour rendre ce jeu facile, parce qu'encore une fois, c'est compliqué d'aller rajouter une impression d'être fliqué et des minutes de travail supplémentaires, en particulier dans ce monde assez syndiqué, avec des conflits assez latents, qui est le monde du transport collectif. Donc on a tout fait pour simplifier la tâche et avoir une application, je dirais, très ergonomique. Alors ensuite, ce qu'on n'avait pas forcément perçu au départ, c'est que, en fait, ça se révèle très valorisant. Parce que le chauffeur se retrouve un peu au cœur du système, et quand il apparaît sur la carte en tant que bus, il apparaît en fait un peu en tant que chauffeur. Donc Bernard parlait en introduction de la notion de connectivité digitale versus connectivité humaine. Eh bien, en quelque sorte, et ça on ne l'avait pas anticipé, on se rend compte que la digitalisation du poste de pilotage et du bus permet une connectivité humaine nouvelle, ou la repermet à nouveau. Avant, il y avait pas mal de qualité de service dans un bus, il y avait de l'information, du dialogue, il y avait même, je crois que c'est à Londres, où il repasse à nouveau à 2 personnels embarqués par véhicule pour que l'un des deux informe le voyageur. Donc à une heure où l'opérateur se pose des questions sur le rôle du chauffeur et la relation chauffeur-client,
eh bien, on s'aperçoit que le fait d'avoir un chauffeur qui joue le jeu vis-à-vis du client est très valorisant pour le conducteur. Et on a des retours d'expérience de conducteurs qui nous disent, bah oui, j'arrive à l'arrêt, et là, la personne me dit, ah ben je vous ai vu arriver. Alors, normalement, elle saute dessus, elle cherche à les triper quand le bus a 30 minutes de retard. Et là, limite, on peut en tout cas amoindrir ce stress et faciliter cette relation. Ensuite, l'utilité, parce que on s'aperçoit assez étonnamment que le conducteur se sert de ZenBus pour lui-même mieux vivre sa vie professionnelle de conducteur. Parce que, en fin de compte, quand on voit des bus animés à l'écran ici les Moulineaux, c'est ni plus ni moins que le réseau social géolocalisé des chauffeurs de bus d'ici les Moulineaux en live. Donc, il y a une sorte de sentiment d'appartenance un peu communautaire des conducteurs. D'ailleurs, on cherche dans notre roadmap à voir comment, entre guillemets, surfer là-dessus. Peut-être qu'on peut leur donner des capacités de communication in-app entre conducteurs, pas forcément quand ils sont au volant, mais leur dépose. Et puis le conducteur, en fait, se sert de cette géolocalisation pour lui-même s'autoréguler, mieux prendre son service. Pas paradoxalement, mais alors même qu'il y a beaucoup d'outils quand même propres évidemment aux opérateurs, et pas que la RATP, qui sont censés le faire. Et non, cette géolocalisation temps réel a une vraie utilité. Et alors côté opérateur, donc l'opérateur c'est celui qui opère, qui exploite le réseau de transport en commun. L'idée c'est d'être simple, donc de surtout pas s'interconnecter avec les systèmes d'information en place. Ce qui rassure leur DSI et nous aussi par la même occasion, et de faire un système qui est économique à une heure où tout le monde est quand même bien content d'avoir des solutions moins chères, donc évidemment de profiter des terminaux standards, de la puissance du cloud, qui est oui la capacité de mise à l'échelle, mais aussi d'avoir un coût marginal très faible pour la géolocalisation d'un bus, et puis un système ouvert. Donc là, je pense que ce sont encore les prémices de l'impact de l'ouverture des données, notamment dans le domaine transport, sur l'écosystème. Mais, comme je le rappelais, de toute façon, l'ouverture, c'est le sens de l'histoire. Donc, cette donnée va être ouverte. Reste à savoir à qui elle va profiter, avec évidemment le spectre, comme dans pas mal d'autres domaines de Google, qui a commencé avec Google Transit à récupérer des données ouvertes, et qui, à partir du moment où il capte l'attention du voyageur pour le calcul d'itinéraire et l'information voyageur, peut garder ce flux et se rémunérer sur du paiement en ligne de billets. Donc c'est un peu ça qui effraie plutôt légitimement l'opérateur. Maintenant, face à ça, l'ouverture et la nécessité de réfléchir sur plutôt comment dans ce monde-là arriver à garder la donnée fermée, c'est plutôt aujourd'hui, quitte à ce qu'elle soit ouverte, comment je l'exploite. Donc on est, je dirais, j'ai pas de scoop là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on s'aperçoit qu'une telle donnée, en fait, pour un certain nombre de parties prenantes de l'écosystème de mobilité, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup d'intérêt. On sera bientôt diffusé ici Luino sur une borne JC2Go, par exemple. Donc évidemment, une information de qualité peut avoir un intérêt pour, on va dire, des régies pubs au sens large, peut avoir un intérêt pour l'organisation, on parle beaucoup de villes intelligentes. Maintenant, l'organisation de la ville en fonction de données géolocalisées temps réel, ça peut intéresser l'autorité organisatrice, l'urbanisme, un certain nombre en fait, de services auxquels on n'a même pas encore pensé dans la ville. Et donc on est tout juste en train d'explorer ça. Alors pour faire très court, il me reste 2 slides. Je me suis focalisé sur les transports, mais évidemment le smartphone est agnostique, donc il peut être dans les mains d'une personne pour aider à localiser cette personne en temps réel, un véhicule qui peut ne pas être qu'un bus, mais tout type de véhicule roulant, ou un événement. Donc Joule s'intéresse à l'ensemble de ces possibilités, des innovations d'usage qui les accompagnent, avec différentes applications. Juste un mot sur Logidec, qui en termes d'impact sur les processus et la performance à la fois économique et commerciale peut être intéressant. Logidec, c'est quoi? C'est une application qui va permettre à un logisticien de permettre un partage de géolocalisation entre un livreur et son destinataire, un partage ponctuel et sécurisé
et temps réel. Typiquement, l'objectif, vous attendez votre réparateur Darty avec une fenêtre de 4 heures. Maintenant, c'est un peu évolué, mais il y a quand même quelquefois des industries où, réparation d'une chaudière gaz, 4 heures la semaine prochaine. Et donc, ça vous permet de gagner en qualité de service. Et inversement, ça peut aider le logisticien à optimiser son appariement, puisque 2 personnes qui se voient peuvent du coup se retrouver plus facilement, gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Voilà, pour information, c'est un sujet qui tient à cœur. Je ne sais pas s'il y a des logisticiens dans la salle, mais qui tient à cœur à beaucoup de logisticiens, avec les logiques de last mile delivery que vous connaissez tous. Voilà, ça c'est une petite publicité. Donc, pour Joule, comme je le disais, on a un peu plus de 3 ans d'existence. On a fait une première levée de fonds, on va bientôt relever des fonds d'ailleurs. Voilà, merci à tous. Merci.